Bonjour, ma chronique d'aujourd'hui a pour titre « Vider les bassines », comme la semaine dernière, mais là c'est le numéro 2. La semaine dernière, j'ai tenté de mettre en évidence le paradoxe entre ce qu'il convient d'appeler le développement avec des guillemets et la réalité de notre environnement. Certes, je suis certainement prétentieux en vous disant cela, mais je pense vraiment que toutes ces évolutions, soit servent à résoudre temporairement des problèmes à court terme et loin de solutions durables, soit sont le résultat d'intérêts particuliers, loin de l'intérêt général. J'abordais du bout des lèvres la question des méga-bassines. Si j'aborde ce sujet délicat, c'est que je crois nécessaire de dépasser les passions et comme simple citoyen, je pense que l'eau constitue le sujet essentiel quant à l'avenir de nos sociétés. Et comme fils de paysan, et ayant passé ma petite enfance sur le premier plateau, j'ai été marqué par des événements importants, comme je vous l'ai raconté lors des précédentes chroniques. Rappelons que l'eau douce, celle dont l'ensemble des mécanismes vivants a besoin, est une denrée rare, très rare. Elle est de plus en plus polluée et surtout mal répartie sur la planète. L'eau douce, c'est 2,5% du total, et 70% de ces 2,5% sont sous forme de glace. Il ne reste donc seulement que 0,75% d'eau douce liquide, dont le quart est sous une forme souterraine. Il ne reste donc alors que 0,02% du total de l'eau sur Terre accessible. C'est vraiment peu. Alors quand on fait le lien avec les grandes tendances et évolutions générées par le changement et le dérèglement climatique et que l'on observe les besoins de l'agriculture sur la planète, agriculture qui sert, si j'ai bien compris, à nourrir les individus sur Terre, on comprend l'importance du sujet qu'est l'eau. Or, les variations climatiques avec des périodes de sécheresse suivies de fortes précipitations font que l'on a trop d'eau quand on n'en a pas besoin et pas assez quand il nous en faut. On pourra s'interroger sur pourquoi il nous faut beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, mais cela j'en parlerai dans une prochaine chronique. Alors pour résoudre ce problème, les agriculteurs ont pensé que le stockage de l'eau était la solution. Certes, nous stockons l'eau domestique dans des réservoirs pour alimenter les populations dans nos villes et nos villages, mais la solution mise en œuvre consiste à créer ce que l'on appelle des méga-bassines. Nous y voilà. Qu'est-ce qu'une méga-bassine? C'est une vaste étendue d'eau d'une surface de 20 hectares ou plus. Pour la réaliser, il aura fallu raser toute la végétation, puis creuser le terrain sur quelques mètres et l'entourer de digues. Il est alors déposé une immense bâche sur le fond et ainsi disposé d'un réservoir de quelques 500 000 à 700 000 mètres cubes, suivant la surface et la profondeur de la bassine. Certains disent que ce n'est pas grand-chose à côté des barrages hydrauliques pour lesquels on parle de millions, voire de milliards de mètres cubes. Près de 40 milliards pour le réservoir des Trois Gorges en Chine. Certes, mais le problème n'est pas là. Trois questions essentielles se posent. La première est dans la ressource, que l'on doit puiser dans le sous-sol. La seconde est de l'appropriation de l'eau qui appartient à tous par une très faible minorité d'agriculteurs. Et la troisième relève des conséquences à moyen terme et long terme sur l'environnement direct ou proche. Je vais tenter aujourd'hui d'aborder la question du premier problème, l'origine de la ressource. Ce que l'on nomme la trame verte et bleue constitue un système essentiel du cycle de l'eau. Notamment, on perturbe la continuité écologique animale et végétale. Or, en pompant l'eau dans les nappes phréatiques, certains pensent que le stockage de l'eau tel qu'il est réalisé n'a aucune influence sur le cycle de l'eau. Dès lors que la pluie qui viendra remplir la nappe, si je puis dire, viendra. On sait que les sols naturels constituent une capacité de stockage du carbone. En outre, les espaces sur lesquels sont construits les bassines sont généralement sur des espaces boisés, forêts ou taillis. Et bien évidemment, il ne faut pas perdre le moindre mètre carré de terre cultivable, subvention européenne oblige. Une anecdote. Sur la commune de mon village, proche du superbe massif de la Serre, massif remarquable et méconnu des Francs-Comtois, un agriculteur aura rayé du paysage près de 200 mètres de haies, afin, m'aura-t-on répondu, de valider quelques mètres carrés d'espace agricole entrant dans le calcul de la subvention PAC. Bref, on pousse le rationalisme de l'instant à son maximum. Reprenons. L'eau extraite du sous-sol est donc mise à l'air et tout le monde sait que ça s'évapore, surtout quand il fait chaud. Des études conduites sur les grands lacs montrent que l'évaporation contribue naturellement ici au cycle de l'eau avec en moyenne à ce jour une évaporation de près de 40% du volume. Or, pour une méga-bassine, le phénomène est le même. On sait donc que seulement 60% de la quantité extraite de la nappe phréatique seront utilisées pour l'irrigation des sols. Donc, on peut se poser la question de la pertinence du système.
Plus encore, cette eau stagnante sur ces bâches va se réchauffer, ce qui augmentera la capacité d'évaporation, je viens de le dire, et pour terminer, on constate une eutrophisation, donc une augmentation de la concentration d'azote et de phosphore, qui rend l'eau à terme inutilisable, même pour l'irrigation, et qui génère une prolification d'espèces végétales invasives notamment. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je tenterai de poursuivre sur le thème de l'appropriation de la ressource à des fins privatives d'un produit appartenant à la communauté humaine. Merci.